j'aimerais quand même vous faire part des nouveautés que nous développons au sein du laboratoire Hello. Et on va commencer par Louise Adjiman, qui est biologiste au laboratoire Hello, et qui va nous dire quelques mots sur ce nouveau test validé à Saint-Didier, qui vise à explorer l'expression et la localisation de la phospholipase Czeta dans les spermatozoïdes, qui est un peu le pacemaker de la fécondation et l'activation ovocytaire. Et puis ensuite, le professeur Alessandra Servino, on va lui laisser le temps d'arriver, nous expliquera l'intérêt et l'importance de la mesure du microbiote dans la vaginose par séquençage. Voilà, je suis sûre que vous avez hâte d'en savoir plus, donc je vous laisse, et je vous laisse en bonne compagnie, et je vous souhaite une très très belle journée passionnante. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe Unilabs de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir participer à cette journée. Pour me présenter, je suis le docteur Louise Adjiman et je travaille à la fois au laboratoire Hello Saint-Didier, mais également au laboratoire d'AMP de la clinique Pierre Chéreste. Je suis très fière de pouvoir vous présenter aujourd'hui un test que seul le laboratoire Hello Unilabs est capable de proposer. Il s'agit d'un test qui permet de mieux comprendre certaines infertilités masculines et qui présente une potentielle application thérapeutique. Il s'agit d'un test qui permet de diagnostiquer un déficit protéinique en phospholipase Czeta ou PLC-zeta. Alors, je resitue rapidement la problématique de l'infertilité masculine, à savoir qu'aujourd'hui, environ un couple sur 8 va consulter pour difficulté à concevoir un enfant. Dans 30% des cas, il s'agit d'une infertilité d'origine masculine, et on va parler d'infertilité masculine quand il y a classiquement une baisse de la production, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes. Une étiologie à cette dégradation des paramètres spermatiques va être retrouvée dans 50 à 60% des cas. Les techniques d'AMP, et plus particulièrement l'ICSI, vont permettre de traiter ce type d'infertilité. Néanmoins, dans environ 1 à 5% des cycles d'ICSI, il va y avoir un échec de fécondation en ICSI ou une possifécondation, à savoir que la possifécondation va se définir par un taux d'ovocytes fécondés inférieur à 25%. C'est dans ce contexte qu'a été identifiée du coup, la PLC-zeta pour la première fois par Sanders en 2002. Alors, la PLC-zeta va se localiser au niveau de la tête du spermatozoïde, donc avec 3 localisations, à la fois au niveau acrosomique, au niveau équatorial et au niveau post-acrosomique. Chez l'homme, les régions prédominantes seraient les régions équatoriales et post-acrosomiques. Alors, je vais vous faire un bref rappel de biologie fondamentale sur le mécanisme d'activation des ovocytes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors du processus de fécondation, le spermatozoïde va induire un certain nombre d'événements indispensables au développement embryonnaire. Lors de la fusion de l'ovocyte et du spermatozoïde, la PLC-zeta au niveau spermatique va se libérer dans le cytoplasme de l'ovocyte et va permettre d'hydrolyser le PIP2 en IP3 et en DAG. L'IP3 va se fixer sur son récepteur, l'IP3R, ce qui va induire une libération cyclique de calcium. Ces oscillations cycliques vont être responsables du processus d'activation des ovocytes, avec notamment l'expulsion du deuxième globule polaire et la formation des 2 pronucléi, mâles et femelles. Alors, des études ont montré qu'il y avait une diminution de l'expression de la PLC-zeta dans certaines situations d'infertilité, notamment chez le patient présentant une globozoospermie. Donc, c'est des spermatozoïdes sans acrosome. Des études ont retrouvé en fait une expression diminuée, voire une absence d'expression de la PLC-zeta chez ces patients. C'est un résultat que l'on va également retrouver chez les patients présentant une oligo-asténotératospermie. De plus, chez les patients après des échecs de fécondation en ICSI ou une possifécondation en ICSI, des niveaux d'expression diminués de la PLC-zeta ont été retrouvés. Ces échecs de fécondation seraient dus à un défaut d'activation de l'ovocyte et de la voie de signalisation que je vous ai précédemment décrite. Alors, au laboratoire, l'expression de la PLC-zeta se fait via une technique d'immunofluorescence, selon un protocole qui a été initialement décrit par l'équipe de Crassa. Nous avons dû adapter cette technique au laboratoire, et je tiens à remercier vivement l'équipe de techniciens du laboratoire de Saint-Didier,
et plus particulièrement Virginie Chenet et Sophie Toutain, qui ont vraiment fait un travail formidable pour pouvoir rendre cette technique validée et reproductible. C'est une technique qui est longue, qui prend en fait 2 demi-journées avec une incubation toute une nuit. Et en fait, grâce à un microscope à fluorescence, on va pouvoir quantifier le taux de spermatozoïdes porteurs de la PLC-zeta et en préciser la localisation. La lecture va se faire sur 200 spermatozoïdes dans une chambre noire avec un microscope à fluorescence. Grosso modo, on va travailler sur du sperme migré. Donc, il va y avoir une première étape de test de migration-survie sur gradient. Ensuite, les échantillons vont être incubés toute une nuit avec un anticorps anti-PLC-zeta. Le lendemain matin, les échantillons vont être cette fois-ci incubés avec un anticorps IgG marqué avec un fluorochrome. Alors, voici le type d'image que l'on peut observer en fait au microscope, objectif x100, microscope à fluorescence. Sur l'image de gauche, on n'observe pas de fluorescence. Le marquage est donc négatif, il n'y a donc pas de PLC-zeta. C'est ce type d'image que l'on peut observer chez les patients globozoospermes. À l'inverse, à droite, on va observer en fait une fluorescence verte qui va pouvoir se localiser au niveau de la tête des spermatozoïdes. Donc, voilà, on a pu, grâce à cette technique, marquer la PLC-zeta. Si on va à un plus fort grossissement, on peut ensuite localiser aisément la protéine. Sur l'image de gauche, on va pouvoir distinguer une localisation équatoriale de la PLC-zeta. Juste à droite, on va avoir une fluorescence à 3 niveaux, à la fois au niveau acrosomique, au niveau équatorial et au niveau post-acrosomique. Sur l'image de droite, on observe du coup une fluorescence acrosomique. Et sur la dernière image, on va avoir 2 localisations prédominantes, à la fois au niveau acrosomique et au niveau post-acrosomique. Alors voici le type de résultat que l'on va pouvoir vous rendre. Donc on va pouvoir vous rendre une proportion de spermatozoïdes qui exprime la PLC-zeta. Selon des publications, on a 3 niveaux de fluorescence. Si le résultat est supérieur à 70%, on considère que l'expression de la PLC-zeta est normale. Si on a un pourcentage compris entre 50 et 70%, l'expression est diminuée, mais sans impact clinique significatif. Et lorsque le résultat est inférieur à 50%, l'expression est significativement diminuée. Alors, la PLC-zeta est vraiment un test diagnostique et présente une application thérapeutique. Donc, c'est un outil diagnostique qui permet en fait de mieux comprendre les échecs de fécondation en ICSI. Il y a des études qui ont montré que l'expression de la PLC-zeta était positivement corrélée au taux de fécondation en ICSI. C'est vraiment cette population de laboratoire que nous souhaitons cibler au laboratoire, donc après un échec ou une possible fécondation en ICSI. À savoir que l'échec de fécondation en ICSI peut également avoir une origine ovocytaire, la qualité des ovocytes jouant également dans le processus d'activation. Elle présente également une application thérapeutique. À l'heure actuelle, la seule option thérapeutique reste l'utilisation d'acteurs ovocytaires artificiels, qui peut être soit mécanique, soit chimique, soit électrique. Par exemple, l'utilisation de calcium ionophore dans les milieux de culture embryonnaire a montré une amélioration des taux de fécondation chez des patients déficitaires en PLC-zeta avec des grossesses qui ont été décrites. Enfin, et c'est une piste qui reste à explorer, il y a eu la mise au point de la PLC-zeta recombinante humaine qui permettrait d'obtenir des oscillations calciques similaires à celles observées physiologiquement. Et une autre piste, lorsqu'il n'y a plus d'alternatives thérapeutiques chez des patients déficitaires en PLC-zeta après plusieurs échecs d'ICSI, il peut être discuté avec le couple l'orientation en don de spermatozoïdes. Alors, nous sommes donc très fiers de pouvoir vous proposer ce nouveau test au laboratoire qui est validé et reproductible. C'est vraiment un test innovant puisque nous sommes le seul laboratoire en France à pouvoir le proposer en routine. Nous souhaitons vraiment cibler les patients qui ont eu un échec de fécondation ou une possible fécondation en ICSI. C'est un test qui ne sera pas remboursé et qui sera facturé aux alentours de 90 €. Il se fera sur prescription médicale avec prise de rendez-vous via Doctolib parce que, comme j'ai pu vous l'expliquer, c'est une technique qui prend du temps. Voilà, je terminerai mon topo par cette petite maxime. Au mieux, on comprend les échecs. Au mieux, on prépare les succès. Voilà, maintenant, on attend vos prescriptions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Des questions ? Oui, il y a une question. Ah.
Merci beaucoup pour l'exposé. Je voulais juste savoir sur quel type d'échantillon, en fait, vous pouvez faire le test. Sur des échantillons, en fait, sur un test de migration-survie. Il faut qu'on ait quand même suffisamment de spermatozoïdes. Après, Exactement. avec un délai de... Alors ça, il faut qu'on adapte cette technique au laboratoire. A priori, à partir du moment où les lames ont été fixées, incubées, elles peuvent être lues plusieurs jours après. Donc ça veut dire que... L'idée, c'est qu'on aimerait quand même faire des séries de patients. On a testé en faisant une série de 4 patients et c'était facilement faisable, en tout cas au laboratoire. Donc ça voudrait dire que... Pour l'instant, non, on n'a pas rendu de résultat pour l'instant. Vous pouvez le rendre en combien de temps? Alors à savoir en fonction des techniciennes aussi, parce que pour l'instant il y a 2 techniciennes qui sont habilitées à la technique, on pourrait rendre le résultat en 48 heures. Non, mais donc la question c'était si ça vient de un peu plus loin, ouais. C'est envisageable de vous envoyer des lames fixées ou pas du tout? Oui. Avec un protocole bien défini, j'imagine, que vous pouvez nous adresser. Bien sûr, ouais. Ça va, merci. Si on reçoit les lames fixées, donc on aura les résultats plus tôt. Voilà. Donc, juste une remarque et un commentaire, si tu permets. Donc là, vous voyez quand même qu'aujourd'hui, probablement, on va basculer des patients des normospermes infertiles directement vers la micro-injection, en sachant qu'en France, on n'a pas le droit d'utiliser l'activation ovocytaire par le calcium ionophore. Mais là, si on a des patients qui sont vraiment avec une PLC-zeta absente, on a l'argument d'utiliser le calcium ionophore ou au moins le demander à l'agence de biomédecine. C'est comme les globospermes. En fait, on a des patients qui ont des spermes normaux, mais ils ont un profil protéique de la PLC-zeta comme un globosperme. Et ces patients-là, de toute façon, soit on va faire de l'activation ovocytaire pour remplacer la PLC-zeta, parce que la PLC-zeta, c'est le pacemaker de l'activation de l'ovocyte. Ben sinon, si on ne fait pas ça, il faut les orienter vers le don. Je n'ai pas raconté de conneries. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, le prochain orateur, c'est le professeur Alessandra Servino, donc avec qui on collabore dans le domaine du microbiote. Donc, le professeur Servino, il était formé donc à Cambridge et elle a beaucoup travaillé sur le NGS, le séquençage, et elle s'intéresse essentiellement donc au microbiote, que ce soit intestinal, endométrial ou le microbiote de la vaginose. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de cliniciens qui travaillent donc avec nous et qui m'ont posé la question sur le microbiote. Et on va commencer par vous proposer donc la signature du microbiote vaginal dans la dysbiose vaginale dans le cadre de notre collaboration avec Alexandra. La parole est à toi et merci d'accepter de venir nous parler de notre collaboration. Merci. Merci à vous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, pour vous parler justement de métagénomique et de microbiote vaginal. Donc, voilà, en guise d'introduction, donc Lucia Scientifique, c'est une start-up qui est incubée au Génopole d'Evry. Donc on est dans le sud francilien. Et notre mission, c'est en fait d'améliorer le bien-être et la santé, en particulier des femmes, à travers le développement de nouveaux outils de diagnostic, qui sont des diagnostics qui ciblent les microbiotes humains. Alors, comme vous le savez probablement, il n'y a pas un seul microbiote, mais il y a plusieurs microbiotes. Donc, les microbiotes, c'est en fait l'ensemble des micro-organismes qui résident dans un milieu donné. Donc, sur le corps humain, on va en avoir un peu partout. On va avoir le microbiote pulmonaire, le microbiote cutané, le microbiote intestinal, le microbiote vaginal. Et la technique qui est le plus utilisée aujourd'hui pour analyser le microbiote, c'est ce qu'on appelle la métagénomique. Donc la génomique, évidemment, fait référence à la génétique, et la méta, c'est sur le fait qu'on ne va pas aller séquencer un seul organisme, mais au contraire, on va aller séquencer un échantillon complexe où il y a une multitude de micro-organismes qui sont présents. Donc c'est des techniques qui existent quand même. Moi, j'avais déjà fait, effectivement, comme a été énoncé, ma thèse, fin des années 90, on sait il y a longtemps, et c'était l'époque où on séquençait justement à Oxford le génome humain.
Donc c'est quand même des techniques qui existent depuis une trentaine d'années. La première bactérie à avoir été entièrement séquencée, c'était en 95. Et les deux gros projets internationaux qui ont vraiment marqué, disons, le lancement de la métagénomique, c'est l'étude américaine HMP, dont le but était justement de caractériser avec ces méthodes de séquençage l'ensemble des micro-organismes qui se trouvaient sur le corps humain. Et en parallèle, il y a eu le projet européen Métaïd qui était dirigé par la France, qui lui s'est concentré en fait sur le microbiote intestinal. Donc grâce à ces avancées, on a pu découvrir, notamment par une publication Princeps de Jacques Ravel, qui pour le coup est un Français, en 2011, qui était à PNAS, où là, pour la première fois au monde, on a vraiment pu identifier de façon précise les espèces bactériennes qui sont présentes chez les femmes. Donc là, il était parti d'une cohorte d'à peu près 400 femmes de différents groupes ethniques. Et c'est vraiment ça qui a permis de voir, on voit après en fait l'augmentation importante des publications autour du microbiote vaginal, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là en fait qu'on a pu faire les études pour comprendre en fait quelles espèces bactériennes étaient présentes dans le microbiote vaginal des femmes. Donc dans cette publication, ils ont identifié qu'il y avait souvent une espèce de lactobacille qui est dominante, ce qui a permis de définir les CST, qui sont les Community State Types. On voit bien là, Crispatus, Gasseri, Iners et Jensenii sont les lactobacilles dominants chez la femme. Et il y a aussi certaines femmes qui ont une dominante dysbiotique, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une dominante de bactéries anaérobiques qui sont souvent associées justement avec la vaginose bactérienne et la dysbiose. Donc alors pourquoi est-ce que nous on se focalise justement sur le développement de diagnostic avec ces outils-là? C'est parce qu'en fait aujourd'hui la vaginose bactérienne elle est principalement diagnostiquée de façon clinique avec le score de Nugent, mais il y a quand même des limitations à ce score. Tout d'abord, il y a un côté subjectif puisqu'il y a une inspection visuelle en fait des résultats, ce qui fait que d'un opérateur à l'autre, on ne va pas avoir forcément exactement le même score, ce qui va engendrer des faux négatifs et des faux positifs, avec notamment des faux positifs puisqu'on a montré récemment que certains lactobacilles qui sont censés être des grammes plus, en fait, comme Iners, sont parfois classés en grammes moins. Et donc, il va y avoir un surdiagnostic de vaginose bactérienne, alors qu'en fait, c'était des lactobacilles qui étaient là. Ensuite, l'information est quand même limitée, parce qu'on va être au niveau des morphotypes. Justement, on va être sur du gram staining. Alors que là, avec la métagénomique, en fait, on adresse un peu tous ces points faibles, puisqu'on va avoir une technique qui est tout à fait objective, qui est l'avantage des technologies de biologie moléculaire, et on va avoir un niveau d'information beaucoup plus précis, puisqu'on va pouvoir aller au niveau de l'espèce, on va pouvoir dire justement quel lactobacille est présent chez la femme, mais également en termes de pathogènes. On sait aujourd'hui que certaines espèces comme les Prevotella sont pas forcément détectées aujourd'hui. Et là, on va également avoir cette information grâce au séquençage. Donc, ces nouveaux diagnostics vont permettre de mieux diagnostiquer la vaginose bactérienne. Après, au-delà de la vaginose bactérienne, il y a également des possibilités de développement dans des indications plus précises, comme justement la fertilité, puisqu'il y a des publications qui ont montré aujourd'hui que en cas de dysbiose sévère, on peut en fait prédire l'échec à la FIV. Donc on sait, avec une NPV très forte, que les femmes qui vont avoir un certain type de dysbiose, l'embryon ne va pas prendre. Il y a également des publications qui montrent l'association entre la présence de Lactobacillus iners, qui est un peu le mauvais lactobacille parmi les lactobacilles, donc ils ne sont pas tous égaux en termes d'espèces. Donc iners, sans être mauvais, est quand même, disons, le plus faible en termes de capacité à réguler l'acidité et à protéger en fait le milieu vaginal. Donc ce lactobacille est associé avec un taux d'accouchement prématuré, contrairement par exemple à Crispatus qui est associé avec un accouchement à terme. Il y a également des possibilités d'application sur tout ce qui est évolution du HPV, puisque là aussi les publications montrent
que quand on a un HPV et qu'il y a une dysbiose vaginale, on a plus de risques d'évolution vers une forme de cancer. Donc le but vraiment de ces diagnostics plus précis, c'est de pouvoir mieux accompagner en fait les femmes qui sont celles qui sont identifiées comme étant à risque. Donc justement, pour répondre à ce besoin de diagnostic, avec une technologie qui jusque-là a été utilisée dans un cadre de recherche et de R&D, comment est-ce qu'on fait pour traduire ça dans des applications cliniques et avoir justement les standards qui sont ceux de l'industrie du diagnostic in vitro. Donc nous, on est la seule entreprise en France à être ISO 13485, donc on est audité par des organismes indépendants pour cette certification, qui permet en fait de valider justement la fiabilité du processus. Donc on réalise les validations analytiques et les validations cliniques qui sont nécessaires pour commercialiser en tant que dispositif médical du diagnostic in vitro. Donc on a tout standardisé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étape peut apporter des biais et que donc on ne peut pas séparer en fait les étapes de façon indépendante. Pour vraiment maîtriser le rendu du résultat, il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne. Donc il faut un kit de collecte spécifique avec des méthodes d'extraction spécifiques, des préparations librairies spécifiques et du séquençage. En termes de techniques de séquençage, il y a eu toute une évolution technologique qui a été faite. Illumina est probablement aujourd'hui encore le leader en termes de volume de séquenceurs installés. Il y a néanmoins ce qu'on appelle les technologies de 3e génération, comme celle d'Oxford Nanopore, qui viennent d'arriver sur le marché et qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus performantes. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a fait le choix de ces technologies et elles ont en plus des séquences qui sont beaucoup plus longues, ce qui permet d'avoir une meilleure résolution quand on veut aller au niveau de l'espèce et même envisager d'aller au niveau de la souche. Donc on a standardisé toute cette chaîne, y compris la partie bioinformatique, pour assurer justement la qualité des résultats qui sont rendus. Alors en termes de performance clinique, comme je vous disais, l'analytique, c'est un aspect, mais il faut évidemment aussi la performance clinique. Donc là, on a fait une étude clinique dont l'investigateur principal était le docteur Jean-Marc Bobot de l'Institut Fournier. Et l'étude était sponsorisée par l'ARENA. Et le but, c'était vraiment justement de valider en fait cette technologie en comparant des microbiotes de femmes saines avec des microbiotes de femmes en vaginose bactérienne. Donc il s'agit de femmes qui ont été diagnostiquées avec un score de Nugent supérieur à 7. Et donc l'objectif principal, c'était de comparer la diversité, mais également la composition de leur microbiote vaginal. Alors, on a comparé, donc sur la gauche, vous voyez les résultats de la diversité. Donc ça confirme en fait ce qu'on savait déjà, hein, que les femmes qui ont une vaginose bactérienne ont une diversité plus élevée que les femmes qui sont saines. Donc c'est exactement le contraire de ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal, où là au contraire on va chercher la diversité. Sur le vagin, c'est le contraire. On va chercher un microbiote qui est dominé par les lactobacilles. Et on voit bien que même si la diversité est significative au niveau statistique, ça ne permet pas de diagnostiquer la vaginose. Par contre, quand on va déjà au niveau du genre, on voit clairement, et c'est assez binaire, on voit bien la différence. Alors, je ne sais pas si le pointeur il marche ou pas. Bon, c'est pas grave. Donc on voit bien le bleu clair, c'est en fait les lactobacilles. Donc on voit bien que sur une flore saine, il y a une dominante très forte par les lactobacilles, alors que quand on est en vaginose bactérienne, on va avoir, alors en orange c'est Gardnerella, qui va être la bactérie la plus présente, mais on va également avoir Prevotella et Fanniesia, qui s'appelait également Atopobium autrefois, qui vont être très présents. Donc c'est vraiment les 3 bactéries qu'on va retrouver de façon systématique sur la vaginose bactérienne. Donc à partir de là, on peut vraiment diagnostiquer la vaginose bactérienne avec des performances qui sont tout à fait similaires à ce qu'on a sur le score de Nugent. Donc on a juste 2 échantillons pour lesquels on n'avait pas tout à fait la même interprétation. Donc il y a celui dans la cohorte saine, il y a un échantillon qui est quand même à dominante de Gardnerella,
Donc nous, notre algorithme va le mettre en intermédiaire parce que ce n'est pas un microbiote sain dans la définition pure de dominante de lactobacilles. Et parmi la cohorte qui a été diagnostiquée en vaginose bactérienne, il y a un échantillon, alors je ne sais pas si vous voyez bien les genres bactériens, mais qui a dominante de bifidobactéries et avec des streptocoques. Donc là aussi, comme c'est des streptocoques, nous, cet échantillon-là, l'algorithme ne va pas aller le classer en vaginose bactérienne, puisque ce n'est pas les bactéries qu'on va attendre sur la vaginose bactérienne classique. Mais l'intérêt, justement, c'est que du coup, vous avez accès à toute cette information. Donc, on est ravis du partenariat avec Unilab, ce qui va vraiment vous permettre, en fait, d'avoir des outils ultra innovants pour caractériser de façon fiable et très fine le microbiote vaginal. Donc, les résultats se présentent sous cette forme-là. Il y a les résultats de l'étude clinique dans le rapport. Et vous avez, du coup, le diagnostic de flore saine intermédiaire ou de vaginose bactérienne, ainsi que la dominante de lactobacille qui a été trouvée, plus le détail des autres bactéries qu'on attend dans la vaginose, donc, comme je disais, Garnerella, Atopobium, Prevotella, Snicia, Megasphaerae, et également si les streptocoques, justement, sont identifiés ou pas. Donc, vous avez vraiment un niveau de détail qui permet, en fait, de personnaliser la prise en charge de la patiente derrière. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre exposé. Est-ce que cette étude des microbiomes peut s'appliquer au sperme, puisque on sait que les hommes aussi ont des troubles du microbiote? Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que ce qu'on trouve dans le vagin est possible, cette dysbiose peut être aussi présente dans l'utérus? Oui, c'est des très bonnes questions. Effectivement, alors sur le sperme, on n'a pas commencé, mais ça fait partie des projets en fait qu'on veut mener, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de pertinent. Donc, peut-être l'année prochaine, on pourra annoncer qu'on aura effectivement aussi le diagnostic chez l'homme. Sinon, effectivement, en termes de prélèvement, donc on est sur un prélèvement qui peut d'ailleurs être réalisé en autoprélèvement au niveau vaginal. Donc, le microbiote qu'on va avoir, c'est au niveau vaginal. Il y a effectivement des publications sur, par exemple, le microbiote endométrial. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de consensus, c'est-à-dire que c'est logique d'avoir que quand on a une dysbiose dans l'un, on retrouve la dysbiose dans l'autre. Après, la difficulté sur l'endométrial, c'est qu'il y a énormément de contamination, que c'est très invasif. Donc, c'est vrai que nous, on a plutôt fait le choix d'être sur quelque chose de non invasif et sur lequel, justement, on ne risque pas de donner des résultats erronés parce qu'il y a tout ce questionnement autour de la contamination. Que pensez-vous de l'autoprélèvement? C'est très à la mode actuellement. Oui, alors nous, on pense que c'est une vraie demande des femmes. Non, d'accord, on ne doit pas parler au même alors. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Techniquement, c'est faisable. Les résultats sont... Les publications montrent que c'est concordant en fait entre un prélèvement réalisé par les femmes et les prélèvements réalisés par le médecin. Bien. Merci Madame pour cet éclairage et cette perspective qui nous permet de comprendre pour mieux améliorer la prise en charge. Néanmoins, là, vous avez, je dirais, dans ce que vous nous avez présenté, c'est vrai sur le plan technologie, c'est extraordinaire. Il faudra qu'on soit prudent dans l'interprétation. Je prends un exemple. Vous avez cité effectivement la dysbiose vaginale, lequel dépendant de la dysbiose intestinale, l'un comme l'autre dépendant de l'estrogène. Donc, et à la fin, on va avoir une interprétation en disant, en fonction du pourcentage, vous l'avez bien dit à juste titre que ça reste une évaluation subjective. Cependant, je pense qu'il faut aller creuser au-delà, parce qu'on sait aujourd'hui, la dysbiose vaginale, c'est un marqueur indirect de la survenue d'une endométriose.
de la survenue d'un syndrome des ovaires polykystiques, je pense qu'il va falloir creuser pour montrer des marqueurs dans la famille de cytokines, lesquels qui sont extrêmement liés avec les dysbioses. Par exemple, j'ai cité 2 exemples, l'interleukine 17 et l'interleukine 33. Je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que sinon on va rester sur notre faim, on va décrire, on va faire des traitements empiriques, et je dirais on va régler le mal par le mal. On n'est pas sûr d'obtenir le bien. Je ne sais pas si... Si, tout à fait. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, nous, déjà, on fait beaucoup de travaux de recherche, parce qu'on n'est que des scientifiques dans la boîte, donc on a des études cliniques qui sont en train d'être montées pour justement continuer le développement sur l'axe grossesse et sur l'axe fertilité. Et il y a des publications qui vont dans votre sens. Il y a celle notamment, il y a une grosse étude australienne, le Predict 1000, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, où ils ont justement regardé quel est le meilleur prédicteur du risque de grossesse prématurée. Et eux, effectivement, ils en sont arrivés à la conclusion que le mieux, c'était de combiner les résultats du séquençage du microbiote vaginal avec des marqueurs, notamment inflammatoires, immunitaires de la personne. Et que quand on met les deux ensemble, c'est vraiment là qu'on a les meilleures performances. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous.